Three little birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. Summer came like cinnamon, so sweet. Little girls double dutch on the concrete. Maybe sometimes we got it wrong, but it's alright. The more things seem to change, the more they stay the same. Dans cette maison, loin du tumulte, je me suis posé pour faire ce que j'aime le plus au monde, des rencontres. Pour découvrir des itinéraires inspirants, Estelle n'est pas rentrée. C'est forcément quelque chose de très grave. Il faut la retrouver tout de suite. Donc avec des policiers de la BAC, on court dans les petits chemins avec nos lampes comme ça. Vous comprenez, chercher un enfant qui est dehors depuis 48 heures, vous cherchez pas un enfant, vous cherchez un cadavre, quoi. mais aussi pour mieux comprendre ces parcours de vie hors du commun, grâce à celles et ceux qui ont aidé mon invité à franchir les obstacles et grandir. Quand je le vois parler, il s'adresse constamment à Estelle. Et il y a aussi le message très fort à celui ou celle qui l'a kidnappé. Une occasion pour chacun d'entre nous de partager 1001 vies. Mais à cet instant précis, j'ignore encore tout des émotions que je vais vivre ce jour-là. Je rencontrerai bientôt Éric Mouzin. La souffrance de ce père est indicible. Sa fille Estelle a disparu depuis 13 ans. À l'époque, d'importants moyens furent mobilisés en vain. Cet homme courageux, loin de se laisser aller, se bat quotidiennement avec l'association qu'il a créée, mais jusqu'à aujourd'hui, aucune piste solide n'est apparue. Pourtant, son combat continue pour Estelle et pour tous les enfants disparus. Bonjour Eric. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Comment allez-vous? Bien. Je vous laisse vous installer. Est-ce que je vous sers un café, un thé, un jus? Un verre d'eau. Un verre d'eau? Alors je ne vous cache pas que ça fait plusieurs jours que je pense à ce moment, à cette rencontre, et que j'appréhendais un peu notre rencontre en fait. Parce que vous êtes le papa de Estelle Mouzin, qui a disparu il y a 13 ans. Et depuis 13 ans, je suis comme tous ces Français, je vois sa photo régulièrement, et à chaque fois je pense à vous en fait. Sans vous connaître, sans vous avoir rencontré. Dans quel état d'esprit on est 13 ans plus tard? Entre l'espoir, le désespoir, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Enfin, c'est beaucoup de questions que je vais essayer d'oser vous poser, en fait. Pourquoi vous, 13 ans plus tard, vous choisissez d'apparaître encore dans les médias pour parler de ça? Aujourd'hui, on est dans l'impasse, hein, c'est clair. J'ai de plus en plus le sentiment que l'enquête ne permettra pas de trouver, mais que par contre, si quelqu'un un jour se décide à se laisser aller, à parler, à dire, là peut-être on peut le savoir. En tant qu'être humain, quelle est l'émotion qui a dominé? Parce que moi j'ai toujours imaginé la tristesse et je crois avoir compris que ça avait été longtemps la colère. Il y a un mélange, il y a de la colère, oui. Il y a de la déception de voir que les choses n'avancent pas, que des choses simples n'arrivent pas à se mettre en place, que la justice, c'est un univers inefficace. Inefficace, avec en même temps beaucoup de volonté de certains juges de faire le job, de trouver, de résoudre. Ils se sont aussi concernés, ils sont affectés, parce qu'il y a un côté affectif dans cette affaire. Et puis on voit que ça ne fonctionne pas, que ça avance pas, qu'il y a des lenteurs, ils n'ont pas les moyens, voilà. C'est la première fois qu'on se rencontre. Traditionnellement, quand je reçois quelqu'un, je propose de m'envoyer des photos pour finalement prendre connaissance de cette existence. Les photos d'Estelle, pour vous, c'est important qu'elles existent, qu'on voit son visage qui continue d'exister dans l'esprit de tout le monde? Oui, parce que justement, il y a ce risque que ça ne devienne plus qu'une espèce de concept. L'enfant disparu, chaque fois qu'il y a un enlèvement, Estelle est disparue. Bon.
Derrière, il y a un enfant. Je vous propose qu'on se retrouve dans le salon, ça vous va? Ouais. À tout de suite, c'est par ici. Today was gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you got to do. And I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding. And all the lights that lead the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. And after all, you're my wonderwall. Finalement, c'est un bon résumé de toutes ces années. Il n'y a pas beaucoup de photos du passé, il n'y en a que quelques-unes, donc qui sont des souvenirs de joie. Hein. Ce que vous appelez le passé, c'est avant la disparition d'Estelle. Oui, c'est avant. Dans le avant, il y a Estelle qui découvre la mer en Martinique. Elle rentre dans la mer, c'est une piscine à 25-26 degrés. Là, c'est l'enfant qui découvre quelque chose d'extraordinaire. Donc la joie à l'état pur. Oui, et la joie et la découverte. Après, il y a Estelle en noir et blanc dans un torrent en Corse. La Corse allait devenir notre chez nous. On a construit une maison. Et donc on voit, elle est voilà, resplendissante, quoi. Et puis après, la photo de classe, qui est l'horreur de la photo, on ne peut pas faire plus moche, je pense. Et malheureusement, c'est la photo qui a servi aux avis de recherche. Et puis, les photos de la vie qui reprend, le mariage avec Dominique, la nouvelle vie qui se construit après tout ça. Estelle est née le 30 juin 1993. C'est la petite dernière, après Lucie et Arthur. La famille vit à Guermantes, en Seine-et-Marne. Éric y est expert en assurance. Mais après 20 ans de vie commune, les parents d'Estelle, qui a alors 8 ans, se séparent. Éric refait sa vie avec Dominique. Quelle est la place d'Estelle dans la famille? C'est la petite dernière? Alors c'est la petite dernière qui cherche à faire sa place, quand même, parce qu'elle a 2 aînés au-dessus. Elle a un caractère enjoué. Elle pourrait être plus extravertie que les autres, voilà. Et votre relation, vous, père, avec cet enfant, c'est-à-dire comme c'est la petite dernière, on suppose qu'elle a le droit de faire plein de trucs que les autres n'ont pas le droit de faire? Forcément, parce que la première, il y a une espèce de pression de réussite déjà sur elle. Bon. Arthur, lui, est un peu plus en retrait. Et puis Estelle, alors elle, il faut que ça profite. Tout est bon pour s'amuser. Voilà. Et là, la vie se déroule comme ça jusqu'au moment où je suis invité à quitter le domicile conjugal avec le jugement de divorce. Et là, on est quand même dans un registre très conflictuel. Donc votre vie de famille va changer après le divorce. Comment ça se passe? Quelle est la relation que vous avez avec vos enfants? Alors, c'est très compliqué parce que
Une partie du deal, c'était je veux bien partir, mais les enfants qui voudront venir avec moi viendront avec moi. Donc je pense quand même avoir mis une certaine pression sur Arthur pour qu'il vienne avec moi. Et il a accepté. Il y a eu beaucoup de pleurs. Il laissait entre guillemets ses deux sœurs. Lucie était en première, travaillait beaucoup, il fallait avoir le bac. J'avais dit, Lucie, il faut la laisser dans son environnement parce que là, elle ne va pas vouloir venir à Paris comme ça, trop compliqué. Donc tu es venu avec moi. Et puis après, il y avait Estelle. Quand vous partez avec votre baluchon, c'est toujours très dur quand même de savoir de quoi va être fait votre futur. Donc je m'étais dit, il vaut mieux qu'elle reste chez sa mère. Et l'objectif, c'était qu'elle revienne avec moi le plus vite possible, bien sûr. Et donc, vous allez continuer de vous voir? Oui, alors là, ça devient très compliqué parce que en septembre 2002, je m'installe avec Dominique. Et on loue une maison avec une extension pour que tous les enfants puissent être là. 4 mois avant la disparition. On a eu 4 mois. La famille a trouvé un nouvel équilibre et après des vacances de Noël passées avec son père en Algérie, Estelle reprend sa vie d'écolière. Elle a 9 ans. Une semaine plus tard, le 9 janvier 2003, alors qu'elle quitte l'école à 18 h, elle doit rentrer chez sa mère. Elle fait d'abord le trajet avec des amis avant de terminer le chemin seule. Estelle disparaît dans l'obscurité de cette nuit d'hiver. Sa mère m'appelle. Il est, je crois, 20h45 ou 21h. Estelle n'est pas rentrée. Je suis allé au commissariat. Je suis allé chez les voisins. J'ai téléphoné. Voilà. Estelle n'est pas rentrée. Vous vous rappelez de ce coup de fil? Qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête à ce moment-là? C'est forcément quelque chose de très grave. Votre réflexe, c'est d'appeler un ami policier. Oui. Donc il me dit, va sur place, machin, je me renseigne, j'essaye de te dire. Mais en fait, c'est la nuit, il se passe pas grand-chose, quoi, en fait. Vous êtes dans l'action tout de suite puisque vous rejoignez les équipes de recherche. En fait, c'est ça qui se passe. Je vais sur place. Et je pense que moi, je vais trouver. Voilà. Il y a les pompiers qui ont essayé de sonder un bassin de rétention qui est plein de glace. Ils ne peuvent pas couper la glace. Donc, ils replient le matériel. Il y a des policiers qui sont là, mais je ne sais pas exactement d'où ils viennent et qui y sont et tout. Et puis, je passe de 11h à peut-être 3h du matin avec des policiers de la BAC. Je monte avec eux dans la voiture et puis on prend... je leur indique tous les petits chemins dans lesquels je vais courir pour leur dire il y a un petit chemin là, il y a un petit chemin là, on va aller. On part avec nos lampes comme ça. Et on appelle dans la nuit en disant si elle est là ou dans le petit chemin, vous ne pouvez pas vous retrouver dans le petit chemin par hasard, mais si jamais elle est là, elle va nous entendre, elle va sortir de la nuit. Il faut la retrouver tout de suite. Donc on court, mais c'est une activité désorganisée, inefficace. On n'a pas de plan, on n'a pas fait un quadrillage, on n'a pas... voilà. Et on fait ça jusqu'à être glacé, il fait un froid de gueux, on n'a plus de jus dans les lampes, on n'a plus de jus tout court. Eux, ils sont appelés à la radio en permanence sur des tas de trucs. Et puis, il y a une incapacité, en tout cas chez moi, à me projeter loin. Je n'arrive pas à sortir du petit secteur géographique. Qu'est-ce qu'on doit faire ici et maintenant? C'est ça? Oui, c'est là tout de suite, quoi. Mais elle est là. Elle est forcément là. Et c'est comme quand vous promenez en forêt et qu'un enfant est parti suivre n'importe quoi et que vous appelez pour qu'il revienne. C'est exactement ça. Vous étiez avec plein de gens, à ce moment-là, vous retrouvez ça? On est 3. Non, là on est 3, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. On est les 3 de la BAC et moi. Et eux, ils continuent leur patrouille de nuit. Et moi, je rentre. Qu'est-ce qu'on se dit dans sa tête à ce moment-là?
il y a un côté... oui, on se dit, c'est pas possible. C'est un mauvais film qui est en train de se passer, où je suis dedans, mais c'est pas possible. C'est pas possible, voilà. En plus, je suis à Guermantes, il se passe rien à Guermantes. Donc, il ne peut pas se passer quelque chose comme ça. Et ce qui est une situation donc impossible à concevoir et qui est quelque chose d'intime devient un événement national dans les heures qui suivent. Madame, Monsieur, bonsoir. Voilà maintenant 72 heures que la petite Estelle a disparu. Les recherches se poursuivent et l'inquiétude grandit. Tous les étangs de la région sont sondés, mais toujours aucune trace de la fillette de 9 ans et pas la moindre piste. Aujourd'hui dimanche, c'est toute la population de Guermantes qui s'est mobilisée. Du côté de l'enquête, on privilégie la thèse de l'enlèvement. Si vous voyez des indices, surtout ne les touchez pas. Avant de partir, ils nous ont dit que s'il y avait des trucs où il y avait des trous dedans, que ça soit les pompiers qui rentrent dedans. C'est vraiment traversé au cas où un détail qui est échappé, mais je pense pas qu'on trouve vraiment grand-chose. Alors si on trouvait grand-chose, quelque chose serait vraiment définitif. Vous avez quel souvenir de ce moment, 72 heures après? C'est de ne pas comprendre ce qui se met en place, de ne pas comprendre qui fait quoi, de ne pas... Il manque une personne. On s'attend à ce qu'il y ait un référent qui vous prenne et qui vous dise, bon voilà, tel service fait ceci, tel service fait cela, on cherche comme ci, on cherche comme ça. Bon, voilà. C'est ce qu'on suppose de l'extérieur, c'est pas comme ça que ça se passe? Ah là non, là non. Là non, on nous dit on s'en occupe, voilà. Mais... Vous êtes livré à vous-même? Ah oui. Alors moi je me mets dans un groupe. Je suis allé dans le parc du château de Guermantes avec une compagnie de CRS par exemple. Cette scène, elle a dû être tournée, je pense, le samedi ou le dimanche. On a déjà passé la journée du vendredi, la journée du samedi. Ça fait déjà 2 jours. Il fait un froid de canard. L'hélicoptère qui tourne aussi avec sa caméra thermique. Il ne trouve rien non plus. Donc, alors personne ne vous le dit, mais vous comprenez, chercher un enfant qui est dehors depuis 48 heures, vous cherchez pas un enfant, vous cherchez un cadavre, quoi. Vous n'avez pas trouvé Estelle blottie sous un tas de neige à attendre qu'on vienne la chercher, quoi. Mais en même temps, il y a une telle urgence que vous ne vous dites pas ça, quoi. Vous y allez. Et donc là, on est en train brusquement d'accumuler en quelques heures toute une série d'informations qui montrent qu'on ne trouve rien. Et justement, comment votre cerveau oscille entre l'espoir et le désespoir à ce moment-là? Alors, peut-être qu'à un moment dans mon cerveau, il y a des blocages qui se mettent en place et qui disent il y a de place pour rien. On ne réfléchit pas, c'est pas moi, c'est elle, donc il faut la retrouver, et voilà, c'est de l'action. C'est ça, c'est que vous êtes dans l'action, et en même temps la vie continue, parce que vous avez d'autres enfants. Je crois que je pars à Guermantes le vendredi après-midi, j'y retourne le samedi, et j'y retourne le dimanche. Il n'y a que le samedi soir où on maintient le repas de Noël. Ça c'est important parce que ça veut dire c'est une évidence, on va la retrouver. Il n'est pas question d'être dans la résignation. Je pense que c'est aussi la négation. C'est la négation de ce qui se passe. Mais en même temps, c'est un peu un repas surréaliste. Plus la fatigue, et je pense aussi l'émotion se rajoute. Il y a un phénomène de déconnexion par rapport à la réalité. L'enquête se poursuit. Les policiers fouillent minutieusement les alentours, ils frappent à chaque porte, éclairent chaque recoin sombre. Eric est rentré chez lui lorsqu'il reçoit la visite de 4 policiers.
Moi, j'ai la faiblesse de penser qu'après la visite de la maison, où je leur montre tout, et je leur dis à la fin, mais vous n'avez pas vu, on est descendu dans la cave, mais il y a un accès au vide sanitaire. Donc pour pas que vous vous posiez des questions, je vous invite à aller voir le vide sanitaire. Et maintenant, voilà mon agenda électronique. Il y a tout, voilà mes numéros de téléphone, voilà, vous avez tout. Si vous avez la moindre question, vous me demandez. Donc votre état d'esprit, c'est une ultra transparence. Pourquoi? Pour gagner du temps? Qui perdent pas de temps avec moi tout de suite. Mais c'est pas dans l'idée que je vais devenir un centre d'intérêt. C'est oubliez-moi, voilà. Qu'est-ce que vous allez découvrir plus tard finalement? C'est que vous êtes un suspect longtemps. Oui, et la mère d'Estelle me ressortira à plusieurs reprises, jure-moi que c'est pas toi qui as enlevé Estelle. C'est-à-dire que du coup, je ne peux plus faire ce reproche aux policiers, puisque même la mère d'Estelle est dans cette hypothèse. Dérive, on va dire. Et comment on vit ça, justement? Parce qu'on vit un drame, et en même temps, se rajoute une sorte de suspicion. C'est un petit peu ce que j'ai toujours dit, c'est-à-dire que c'est pas moi la victime là-dedans. Qui c'est qui a enlevé? C'est Estelle. Qui c'est qui a subi je sais pas quoi, et pour l'instant on ne le sait pas. C'est pas moi, c'est elle. Donc moi, je ne suis pas en position de dire c'est moi la victime, c'est pas moi la victime. C'est important pour vous, effectivement, de jamais être dans cette position, de ce statut. Je vous voyais dans cette situation et je n'avais pas pensé qu'il fallait en plus expliquer ou convaincre ou rassurer des gens qui pouvaient penser que vous étiez responsable de ce que vous étiez en train de subir. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas expliquer aux policiers que vous n'êtes pas le coupable. Ça ne marche pas. Puisque eux ne rencontrent que des situations anormales avec des personnages anormaux ou des très grands pervers avec des facettes multiples et qui ont pu organiser des tas de choses. Donc, je comprends après coup que le plus je vais dire c'est pas moi peut être contre-productif. Et justement, vous dites quoi du coup? Je dis rien, parce que de toute façon, ça sert à rien. On vous a mis entre les mains d'une psychologue qui est là pour vous aider, mais qui en fait fait partie de l'enquête aussi, pour savoir à qui on a affaire. Oui, sa présentation est ambiguë. On me dit que c'est la première fois qu'on met une psychologue pour justement avoir les démarches à l'américaine, pour mieux comprendre à travers la personnalité de la victime ce qui a pu lui arriver. Alors, dans le cas présent, je ne voyais pas bien en quoi comprendre la personnalité d'Estelle allait expliquer ce qui avait pu lui arriver. Mais bon, pourquoi pas? Voilà. Alors, en fait, la psychologue était aussi là pour savoir ce que j'avais dans le ventre ou dans la tête. Durant cette période, la famille d'Estelle est tenue à distance de l'enquête. La chambre de la petite fille est fouillée et des affaires personnelles sont mises sous scellé sans que les parents ne puissent les consulter, notamment des journaux intimes de la petite fille. Aujourd'hui, la question est posée d'ailleurs, suite à la dernière réunion chez le juge, quid des scellés? Et j'ai demandé à récupérer des carnets d'Estelle. Je m'attends à de mauvaises nouvelles du style on a perdu les scellés. Cela peut être du domaine du possible. Un mois après la disparition de votre enfant, dans votre tête, elle est vivante, elle ne l'est pas? À un mois, oui, je pense qu'on va la retrouver vivante. Même si on m'a gentiment dit que la durée de vie d'un enfant disparu, c'est 48 heures maximum. Et est-ce qu'il y a des moments où vous préférez vous dire je préférais qu'elle soit morte, et je pense notamment à d'autres faits divers, du coup? Quand effectivement on a Natacha Campouche, des jeunes filles qui ressortent de leur cachette aux États-Unis, où là,
où je rencontre aussi Jean-Denis Lejeune en Belgique, avec les enfants détenus dans la cave de Marc Dutroux, qui ont été victimes de sévices pendant des mois et tout. Là, on se dit, voilà. Mais on se retrouve à être amené pour se trouver mieux à construire le scénario qui nous paraît être le moins pire pour son enfant. Donc c'est un travail un peu particulier de se dire je préfère qu'Estelle ait été assassinée tout de suite plutôt qu'elle soit cachée derrière le mur d'une cave avec un cinglé derrière. Donc là, on commence à être un peu dans un domaine très inconfortable, on va dire. Mhm. Parce qu'au fond, comment faire pour ne pas être justement victime de son imagination, qui peut rendre dingue en fait? Alors, je ne sais pas comment j'ai fait, je suis incapable de le dire. Parce qu'en plus, il y a quand même les gens qui vous disent qu'ils savent et qui vont vous expliquer ce qui s'est passé et qui appellent à la maison et qui vous envoient des messages en disant « mais je suis au courant, ça s'est passé comme ci, ça s'est passé comme ça, je suis voyant, j'ai fait une analyse, elle est là ». Comment on reçoit ce genre d'appel? Au début, j'ai adhéré à certains, jusqu'au moment où je rencontre la personne et qui m'explique que quand il se déplace dans la forêt de Compiègne, il entend un hélicoptère au-dessus de sa tête et que c'est des services sans doute de police qui le surveillent parce qu'il détient une information. Donc là, brusquement, je redeviens lucide et réaliste et je comprends que j'ai affaire à quelqu'un qui a une raison un petit peu différente de celle qu'on attend des gens. C'est... Mais ça brouille les cartes. Mais moi, j'y adhère, parce que je suis tellement dans l'envie de savoir que je suis prêt à entendre aussi certaines choses qui sont totalement irréalistes et absurdes. Et donc, quand j'en prends conscience, je me dis, attention, il faut faire un rétropédalage d'urgence pour revenir à la réalité et à ne pas se laisser embarquer ni par son imagination, ni par son envie de construire la réalité telle que je voudrais qu'elle soit. Ce qui est fou dans cette histoire, c'est qu'il y a mille manières de vivre cette situation. Dans votre cas particulier, vous allez vous-même, d'une certaine manière, mener une enquête? Pas une enquête. C'est la création spontanée de l'association qui... tous les amis, tous les proches disent « Attendez, on a besoin d'une association, de s'organiser, on va faire les avis de recherche, on va gérer la recherche, on va s'en occuper. Les flics ont leur méthode, voilà, mais nous, on va le faire et il faut que ça paye. Et ça se met en place avec une énergie incroyable. Voilà. Et c'est spontané. Il n'y a pas de calcul. Personne, n'ayant vécu ça, ne sait ce qu'il faut faire. De toute façon, il n'y a pas le mode d'emploi de la recherche de son enfant disparu. Ça n'existe pas. Donc, je veux dire, on invente. Et on est convaincu que notre action va porter ses fruits. On en est convaincu. En 2010, cela fait 7 ans qu'Estelle a disparu. Et les probabilités de retrouver la petite fille vivante sont minces. Pourtant, un ultime appel à témoins est lancé autour d'un portrait robot vieilli d'Estelle, qui aurait alors 16 ans. Alors, ça part d'un bon sentiment. Ça, c'est plutôt positif, on essaie de faire quelque chose. Après, on voit que la méthode, elle n'est pas tout à fait opérationnelle. Puis après, on se dit, mais qu'est-ce que les enquêteurs vont en faire? J'ai pas la réponse, je ne sais pas ce qu'ils en ont fait. Et le fait de relancer cet appel à témoins, ça relance quoi chez vous? Ça fait partie des seules choses que je peux faire. Ça relance l'espoir à chaque fois? Je ne sais pas si c'est l'espoir le bon terme. Je préférerais relancer la dynamique. De dire, les appels, pour peu qu'ils soient entendus, théoriquement, ils vont générer des témoignages. Et dans tous les témoignages, il va peut-être y avoir le bon. Et il faut que les témoignages arrivent au bon endroit, c'est-à-dire à la cellule de Versailles, que là, ils soient analysés,
et qu'on se dise « Ah, celui-là, oui, il nous semble intéressant » et il faut le piocher pour voir ce qu'il y a derrière. Ça c'est dans le monde idéal. Dans le monde réel, ça ne marche pas comme ça. Alors effectivement, il va y avoir en 13 ans, parce qu'encore une fois, il y a la tragédie, le sort du drame, et puis finalement, pendant 13 ans, il y a à nouveau des charges émotionnelles très très fortes, parce qu'il y a des espoirs, des faux espoirs, des pistes, des fausses pistes. J'aimerais que vous me disiez justement comment on vit tout ça. Depuis 2003, les fausses pistes et les incertitudes se succèdent dans l'affaire Estelle Mouzin. 1 an après sa disparition, un homme de 28 ans est soupçonné par les enquêteurs. Il avait précipitamment quitté la ville après la diffusion d'un portrait robot d'un possible ravisseur et possédait à l'époque une camionnette blanche comme celle aperçue le jour de la disparition d'Estelle. L'homme, connu de la police pour des trafics de cannabis, avait en fait déménagé pour échapper à des dealers de drogue. En novembre 2006, la piste Michel Fourniret est lancée après une perquisition à son domicile. Ce qui a orienté les enquêteurs sur l'affaire Mouzin, des connexions entre l'affaire Mouzin et l'affaire Fourniret, c'est essentiellement que sur l'ordinateur, on a retrouvé en fond d'écran le portrait de cette jeune fille. Mais grâce à un alibi, Michel Fourniret est innocenté 1 mois plus tard. Le 31 janvier 2008, les enquêteurs mènent des fouilles colossales pour retrouver d'éventuelles traces d'un corps dans un restaurant à 25 km de Guermantes. Des recherches qui débouchent finalement sur la découverte d'ossements d'origine animale. Encore un nouveau rebondissement dans l'affaire 1 an plus tard, avec une photo sur un site internet pédophile estonien d'une jeune fille dénudée et ressemblant de façon troublante à Estelle. Mais après vérification, la photo avait été prise avant même la disparition de l'enfant. Enfin, la dernière piste explorée date du mois d'avril 2015, après l'enlèvement de la petite Bérénice, 7 ans, par Éric Fauchard. Des similitudes apparaissaient en effet entre les 2 enquêtes, mais après l'arrestation du ravisseur présumé, aucun lien n'est avéré. En 13 ans, aucune enquête n'a encore réussi à déterminer comment la fillette a pu disparaître sur le trajet entre son école et sa maison. Si la thèse d'un ravisseur est privilégiée, celui-ci n'a jamais été identifié. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, tous ces rebondissements ? Souvent, on a eu des informations comme ça de nouvelles pistes, nouveaux développements d'enquête, fébrilité autour du 9 janvier. Et on a mis un peu de temps à comprendre qu'il y avait une instrumentalisation de cette affaire-là pour montrer que les services de police travaillaient, qu'ils étaient efficaces. Voilà. Le Royal Walk, c'est quand même le summum de l'absurdité. Quand on retrouve des ossements d'animaux, c'est ça ? Oui, c'est les os de chèvre qui coûtent le plus cher du marché. Hein. Ça a quand même coûté plus de 350 000 € d'indemnisation du restaurant. On n'a pas vérifié l'origine de l'information. On a accepté de la prendre en compte. Je n'ai pas le détail. Mais ça montre quand même une absence de maîtrise du sujet. Et puis, une tragédie comme celle-là va révéler des choses de notre société ou de notre humanité assez dingues, parce qu'il y a même des gens qui font des blagues. Je crois qu'il y a un homme qui a été fait 2 ans de prison. Je dirais pas il a fait des blagues. Parce que nous, effectivement, on l'a pris en pleine tête, ces appels en disant c'est moi qui ai enlevé Estelle, enfin pas moi, je suis avec un copain. Bon, il l'a violée, mais on l'a remis dans le train. On l'a remis dans le train à la gare de TGV, Avignon TGV. Et vous la retrouvez, vous avez qu'à aller à la gare de Lyon, vous la retrouvez dans le train. Bon. Ça montre aussi l'état de grande détresse de certaines personnes pour en arriver là. Et donc, ce que j'en retire, c'est de la connaissance de... C'est un peu prétentieux, mais d'imaginer la complexité de l'humanité. Michel Fourniret qui m'écrit, c'est quand même des grands moments de lecture. C'est-à-dire ?
c'est des délires. En même temps, il est condamné, il sait qu'il va rester en prison, qu'il ne sortira jamais, et que donc il s'ennuie, je pense, et il décide d'envoyer un courrier provocateur. Je sais des choses, mais je les dirai quand on sera les yeux dans les yeux. Ça fait partie des choses, je ne sais pas quel mot vous utiliserez, je fais attention aux mots que j'utilise justement, des choses inattendues, presque hallucinantes que vous allez vivre pendant toutes ces années. Si vous avez une vie, entre guillemets, normale, vous n'êtes jamais confronté à ça. Et pendant toutes ces années, l'existence est là, vous avez des enfants, vous avez une famille, vous avez une compagne qui est toujours là. Je pense que Dominique a été parfaite, puisqu'elle m'a supporté, dans les deux sens du terme, aidé à passer les épreuves, à faire face aux déceptions, chaque fois qu'effectivement on y croit, à chaque fois, et puis que tout se casse la figure derrière et tout. Et puis à me supporter, parce que je pense que des fois je suis invivable, parce que voilà, je supporte plus rien, que tout m'énerve, que j'en ai marre, voilà. Mais on a réussi, voilà, on a réussi. Chose particulière, c'est que famille recomposée, vous l'avez dit, et elle a une fille qui s'appelle Estelle, au quotidien. Vous entendez ce prénom? Alors ça, c'est certainement l'aspect le moins facile de l'affaire. C'est inimaginable, en fait. Enfin, quand j'ai découvert cet élément, ça ressemble à un détail qui n'en est pas un au quotidien. Ah, c'est pas un détail, non. Pour le coup, c'est pas un détail. Oui, mais il y a en plus des gens qui téléphonent et Estelle répond. Qui est à l'appareil? Bah, c'est Estelle. On t'a retrouvé? Ah non, c'est pas moi, c'est l'autre. Bon. C'est pas facile pour moi, mais ça n'a certainement pas été facile pour elle aussi. Le regard que je peux porter sur elle, il est forcément différent du regard que je portais sur elle avant. Et la nature de nos relations, elle est forcément profondément impactée par ça. Aujourd'hui, les choses se sont harmonisées et voilà. Mais au début, oui. Quand vous appelez les enfants pour passer à table et qu'elle ne vient pas et que vous êtes obligé d'appeler Estelle à table, quand c'est moi qui dois le faire, c'est pas quelque chose de neutre. Ça peut pas être quelque chose de neutre. Et puis il y a le monde du travail, c'est-à-dire que votre visage, celui d'Estelle, votre nom, sont désormais associés à cette tragédie et à un phénomène de société. Et donc, comment on fait dans le monde du travail pour expliquer qu'on est capable de travailler? Mon employeur a été, on va dire, compréhensif pendant un moment. Après, il faut faire le chiffre. Dans le monde des assurances? Oui, et de l'expertise. Donc là, il a fallu que je remette un peu, que je me remette au travail. Mais en même temps, ça a été très bien parce que ces retours, pas à la vraie vie, mais à une réalité. Au lieu d'être toujours dans ce monde d'incertitude, d'inconnu, on ne sait pas. Et puis il faut dire aux gens, non, je ne suis pas cramé, non. Dans le monde du boulot, je reste celui d'avant, il n'y a pas de changement. Ma disponibilité pour le boulot, elle sera totale. Je ne mélange pas les deux. Et c'est aussi un message que je pense envoyer, parce que j'ai toujours en tête que quelque part, il y a quelqu'un derrière tout ça. C'est de lui dire, tu ne nous as pas eu. On est là, et en plus, on continue à te chercher. Qu'est-ce que vous lisez dans le regard des gens depuis 13 ans, quand quelqu'un s'adresse à vous?
Le plus facile, c'est quand ils me reconnaissent pas, bien sûr. Là, je suis tranquille, je sais. Bon. Après, des gens viennent dans les transports en commun. Certains sont très émus. Après, il y a au contrôle de sécurité dans les aéroports. Alors, il y en a qui me reconnaissent. Il me dit n'oubliez pas votre cartable, monsieur Mouzin. Ce qui veut dire je t'ai reconnu, je sais ce qu'il y a derrière. Et si je te dis quelque chose, c'est je suis avec toi. Je respecte profondément les gens qui ont cette attitude-là parce que je comprends ce qui sous-tend cette attitude. Voilà. C'est que vous vous mettez à la place de ceux que vous croisez, et tous ceux que vous croisez inconsciemment se mettent à votre place, ce qui est totalement impossible. Votre conviction aujourd'hui et ce que vous attendez de la suite de votre existence, c'est quoi ? Ce que j'attends de mon existence, ça serait le bonheur. Voilà. On part en voyage avec Dominique, on découvre un nouveau pays, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la petite crique. Et là, on se dit, je me dis, à voix basse, et personne ne l'entend, Estelle ne peut pas voir ça. Voilà. Mais il faut que je me dise, mais toi, tu as la chance de le voir et d'en profiter. Dans un instant, vous allez me présenter des gens très proches de vous, qui sont dans votre vie, qui vous aident à la fois dans ce combat. On va voir quel est le combat aujourd'hui, on va voir ce que vous avez réussi à changer dans cette société, déjà. Et puis peut-être qu'on va mieux comprendre finalement comment on arrive à continuer à vivre, à éprouver d'autres émotions que la colère ou la tristesse ou les angoisses ou les peurs. Et comment on fait pour éprouver de la joie, dans quoi vous vous ressourcez aujourd'hui. Et puis qu'est-ce qui vous a aidé aussi ? Est-ce qu'il y a eu des phrases, est-ce qu'il y a eu des rencontres qui vous ont aidé à surmonter tout ça ? Vous pourriez dire quoi aujourd'hui ? Oui, alors, on va voir effectivement trois proches. Sophie n'a jamais vu Estelle. François n'a jamais vu Estelle. Je les ai rencontrés après coup. Henri, on s'est rencontrés en 71 et il a connu Estelle. La communication, par exemple, avec Henri autour d'Estelle est faite de sous-entendus. Il y a une grande difficulté à en parler. On va voir. Peut-être qu'il va se passer quelque chose. Il y a un grand absent. C'est Bruno, qui a été le président de l'association du début jusqu'à il y a peu de temps. C'est une amitié longue. Il était le parrain d'Estelle. Je suis le parrain de sa fille. Et un jour, Bruno tient des drôles de propos, un peu déconnectés. On discute. Et en fait, il a la maladie d'Alzheimer. Et je suis dans une situation très compliquée. Je ne peux pas lui venir en aide. Et ça, c'est très dur. Qu'est-ce que vous aimeriez que je retienne de votre histoire si particulière ? J'aimerais que le monde des adultes ait une vision différente du monde des enfants. Les enfants victimes de violences sexuelles, ce qui est certainement le cas d'Estelle, donc.
c'est quand même une forme d'horreur, parce que le monde de l'enfance ne doit pas subir ça. Les enfants victimes de violences sexuelles dans le milieu familial, c'est un vrai problème dont on ne parle pas. Mais peut-être que si on était tous plus attentifs, si on était tous plus vigilants à des détails, à des comportements anormaux d'enfants ou d'adultes, on éviterait tous ces drames. Les migrants, on nous dit 10 000, 15 000 migrants mineurs en danger. Et on tourne la page parce que c'est effectivement extrêmement dérangeant. Ces enfants sont la proie de réseaux mafieux. Là, on parle de réseaux mafieux. On ne parle pas d'un réseau mafieux dans le cas d'Estelle, curieusement. Donc, le travail est vraiment n'est pas achevé. Hein. Il nous en reste beaucoup à faire. Merci pour votre confiance. Je vais chercher vos proches et vos amis. Oui. Merci. Ces vies restent des énigmes. Lorsque mes invités comme Eric racontent avec pudeur la profondeur de leur souffrance, on ne peut que s'interroger sur la manière de s'en sortir. Pourtant, une question s'impose, comment trouvent-ils la force d'avancer ? C'est pour tenter d'y répondre que j'ai voulu aujourd'hui écouter ses plus proches, afin de mieux comprendre comment chacun d'entre nous peut tirer des enseignements de l'expérience si particulière de mon invité. Le fait de se dépasser pour se dire « moi j'ai vécu quelque chose de dramatique, il faut que j'essaye de faire en sorte que les gens qui seront confrontés demain à ce genre de choses puissent trouver des solutions, qu'on puisse les aider ». Et ça, c'est quelque chose qu'il fait tous les jours. Merci à tous les trois d'être là. Ça me fait plaisir de vous voir et ça me fait plaisir parce que je vous vois avec le sourire. Et donc, on vient de passer un moment tête à tête où on vient de revivre pas mal d'années de votre vie et dans lesquels il y avait forcément des épisodes très douloureux. Et ces trois êtres humains font partie de votre vie d'aujourd'hui. Et j'aimerais que vous me disiez qui ils sont et pourquoi c'est important pour vous de me les présenter. On va respecter le protocole. Le protocole. Ou la chronologie, c'est vous qui dites ça. Donc Sophie est la présidente de l'association depuis quelques années, on va dire. Avec cette particularité, c'est que Sophie n'a jamais vu Estelle. Donc c'est un combat autour d'Estelle, mais qui tout naturellement se porte et se projette sur les autres enfants et sur toute la problématique des violences faites aux enfants. Après, on va faire respecter l'ordre de chronologie. Donc Henri, on s'est rencontrés en 1971 dans la cour de la demi-pension du lycée Descartes à Rabat. François Proutot, avocat, pour pas longtemps, qui un jour avait besoin d'un expert et qui m'a appelé. C'est moi qui ai pris la mission. Donc depuis, avec François, on a fait quelques randonnées qui sont des moyens, en tout cas pour nous deux, je pense, pas loin, de redevenir quelque part enfant. Même si physiquement, l'apparence peut être trompeuse, quand nous sommes en randonnée, nous sommes des enfants. Alors, vous nous direz effectivement quel est aujourd'hui le rôle, le combat de cette association dans cette société. Quelles sont les premières victoires? Parce que j'ai la sensation qu'il y en a eu, en tout cas il y en a que les Français connaissent, on va en parler. Et puis ce qui reste à faire et à faire bouger. Vous nous direz évidemment ce que vous attendez de l'enquête, savoir s'il y a toujours des gens qui travaillent, et qu'est-ce qu'on cherche, et qu'est-ce que vous en attendez aujourd'hui. J'ai été choqué en fait parce que j'avais pas imaginé ça, qu'en plus de vivre ce drame, il avait été suspecté. Et qu'est-ce que vous avez à dire de ça? Parce que vous qui êtes pour le coup empathique. Les gens, quand ils voient Eric, c'est vraiment un comportement... Enfin, il a une personnalité qui pourrait paraître, entre guillemets, très froide, très dure, très difficile d'accès, qui exprime rien. Et donc, c'est vrai que ça induit
un mauvais regard. Enfin, le prisme est pas au bon endroit parce que, effectivement, dans l'enquête, il y a 50% des policiers qui ont pensé que cet état de fait, d'être très froid, faisait que c'était lui le coupable. Donc, on le met sur écoute, etc. Donc, et c'est vrai que moi, ça me permet aussi dans mon quotidien que quand je vois les gens, je ne me fais pas une idée par rapport à une manière de gérer la attitude. situation. Voilà, j'essaye avec le temps parce que lui, c'est vrai qu'on en parlait, c'est vrai qu'il peut paraître suspect parce que c'est lui qu'il est très froid. Alors qu'il y a des gens qui peuvent avoir une empathie, une façon très très sympa et qui en fin de compte peuvent être totalement plus responsables et plus coupables. Donc c'était ça enfin pour lui, c'est difficile au quotidien. C'est vrai qu'il y a toujours un contact difficile avec lui. On essaye de passer. Enfin moi, je me mets un peu entre lui et le contact pour essayer de faire que la personne puisse appréhender que il n'est pas comme ça dans la vraie vie. Mais je crois qu'avec le temps, vous avez fini par comprendre que les enquêteurs, finalement, vous voyez comme un suspect parce que vous dites, c'est leur job. Oui, ça c'est quand je veux. Philosophe. Je veux devenir leur avocat, mais c'est inquiétant en même temps parce que avoir pensé ça aussi longtemps, ça montre quand même un déficit d'analyse. D'analyse des faits et même d'analyse de la personne. Puis il y a eu un concours de circonstances parce qu'il y a eu un portrait robot qui à l'époque était diffusé et que Eric à ce moment-là pouvait ressembler. Donc c'est vrai que ça a été, c'était une vraie preuve. Enfin moi, ça me mettait en colère qu'on puisse envisager de le côtoyer et de voir qu'on puisse envisager qu'il était de l'autre côté du miroir, mais que c'était lui le méchant. Ça c'est assez perturbant. Ça c'est une des multi-épreuves que vous avez vécues finalement. Ouais. Entre autres. Enfin, celle-là, elle est... Oui, c'est emmerdant, c'est désagréable. Vous refusez de vous plaindre, là. Mais oui, ça voilà. fait un peu partie aussi de l'enquête. Je pense que là où il y a un problème, c'est effectivement qu'il y a un défaut d'analyse psychologique. Parce que quand on regarde Eric, enfin moi je le connais depuis longtemps, c'est quelqu'un de pudique. Pour arriver à lui sortir des sentiments, en fait, tout à l'heure on en parlait, il disait qu'il avait une carapace. Non, c'est pas une carapace qu'il a, c'est une coquette minute en fait. Ça bout de manière permanente et de temps en temps, pouf, il y a la soupape qui saute un petit peu, 30 secondes. Et en 30 secondes, il faut qu'on arrive à récupérer ce qu'il pense. Sinon, c'est un bloc, quoi. Et ça a toujours été pareil, c'est-à-dire que bon, ça s'est un petit peu amplifié après la disparition d'Estelle, mais il était déjà comme ça quand on était jeune. C'est-à-dire que quand on le voit réagir comme ça, c'est vrai qu'au premier abord, on a l'impression d'une certaine froideur, d'un recul, de quelqu'un qui maîtrise tout, alors que ce n'est pas toujours le cas. Il y a une question qu'on vous pose souvent, et ça a l'air d'être une question que vous ne comprenez presque pas, c'est la question de l'espoir. On vous pose la question de savoir si vous avez encore l'espoir. D'ailleurs, au fond, on ne va pas jusqu'au bout de la phrase. Alors, l'association étant dans le combat, on ne se pose pas la question de l'espoir. On se pose la question de la réussite. Après, me demander, est-ce que j'ai encore de l'espoir ? Oui, j'ai l'espoir de savoir. Parce que savoir, ça permettra d'aller de l'avant. Ça permettra d'aller de l'avant pour moi, pour tous les proches. Et puis, faire un retour sur expérience, c'est-à-dire de savoir ce qui n'a pas fonctionné dans l'enquête et ce que l'on va pouvoir améliorer pour les enquêtes à venir ou les enquêtes en cours. Voilà, donc c'est un mélange d'espoir et de volonté de réussite. Après, l'espoir, alors on peut le décliner, de retrouver Estelle vivante, de retrouver, de faire comme s'il y avait une espèce de négation de ce qui se passe et de dire on efface tout et on rembobine le film. Ça, c'est la construction mentale perverse, je pense. Chacun, Sophie suit l'enquête, pas au quotidien, mais presque, on échange beaucoup. Avec Henri et François, on parle relativement rarement d'Estelle, parce que si vous voulez quand même plomber l'ambiance, il n'y a pas mieux, quoi. Donc on n'en parle pas, on sait que c'est présent dans l'esprit des autres. Et des fois, quand même, oui, quand il s'est passé quelque chose, ou qu'on évoque des circonstances où il y avait Estelle, voilà, et donc là forcément, elle revient. Henri, dans votre position d'ami d'enfance, vous qui avez justement connu tous les épisodes avant
la disparition, après la disparition. Justement, quelle est votre attitude aujourd'hui? Parce que j'ai vu que vous faisiez la moue quand il a dit on ne veut pas plomber l'ambiance. C'est pas ça votre raison. C'est pas tellement une question de plomber l'ambiance, c'est surtout de penser à autre chose, de faire autre chose. C'est pas le sujet principal de nos rencontres. C'est pas occulté, ça existe, mais on fait en sorte que la vie continue. Voilà, c'est un peu la démarche qu'on a, parce que Eric c'est quelqu'un de gai, même malgré tout ce qu'il a vécu, mais n'empêche qu'il reste ce fond-là, quoi. Il aime quand même toujours parler avec les gens, échanger, rigoler. Oui, échanger beaucoup. En fait, il donne beaucoup. Il amène souvent, des disques ou des bouquins, des choses comme ça, quoi. C'est vraiment. Donc en fait, ça arrive qu'on en parle, mais c'est pas le sujet principal. Parce que ce qui frappe quand on rencontre Eric, c'est que avant de le rencontrer, on imagine plein de choses, et puis même si on imagine qu'il n'y a pas de hiérarchie dans la douleur, la maladie d'un enfant ou la mort d'un enfant, on voit à peu près ce que c'est, et ceux qui l'ont vécu sont capables de le raconter. Et puis la disparition d'un enfant, c'est encore autre chose, parce qu'il y a toutes ces questions, ces interrogations. Et on a tous le sentiment, j'ai l'impression que c'est universel, qu'on pourrait devenir dingue. Et j'ai la sensation qu'un des exploits qui a été accompli par Eric, c'est de ne pas devenir dingue. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, il a pris beaucoup de recul. Eric, c'est quelqu'un de très structuré. Donc en fait, il analyse énormément ce qu'il fait. Il l'a toujours fait d'ailleurs, avant comme après. Et il a tout de suite été dans l'action. Et puis il s'est dit voilà, il faut qu'on arrive à avancer. Et en plus, Eric a 3 enfants, donc il reste Lucie et Arthur. Et c'est vrai que tout de suite, la réaction d'Eric, ça a été de se dire il faut absolument que les 2 autres enfants continuent à vivre normalement, si tant est qu'on puisse dire ça. Et ça a tout de suite été le leitmotiv d'Eric. Il a vraiment voulu continuer et avancer parce qu'il fallait protéger des choses. Et c'est vrai que ça l'a probablement empêché de devenir fou, on peut dire ça comme ça. Parce qu'il en a rencontré beaucoup des fous, c'est ça que j'ai découvert aussi. Oui. En 13 ans. C'est-à-dire que là, il y a une part de l'humanité que vous avez découvert qu'on ne connaît pas tous, et vous avez été en contact avec des... C'est assez violent, Au début, on se sent... Moi, je ne me suis pas sentie légitime au début, quand je me suis proposée à lui... quand je lui ai dit, est-ce que tu veux que je... on s'est connus lors d'un dîner juste après la disparition d'Estelle. Et je lui ai dit, moi, si tu veux, je connais un peu le monde des médias, de la presse, je peux t'accompagner. Parce que vous étiez attachée de presse à ce moment-là. Voilà, je m'occupais, je travaillais dans ce domaine-là, donc je connaissais un peu le réseau des journalistes. Et vous avez dit quoi? Est-ce que je peux aider? C'est ça, en fait? Déjà, j'étais maman. J'avais 2 enfants de bas âge, j'habitais à côté de Guermantes. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux faire pour accompagner cette famille? C'est vrai qu'au début, je me sentais... est-ce que j'avais ma part de... Est-ce que j'avais ma place? Et puis, à un moment donné, oui, évidemment, quoi. Parce que votre rôle, ça a été quoi, finalement? Parce qu'effectivement, Eric a fait le choix de parler de ça dans les médias, d'occuper les médias, et vous l'avez dit, à la fois parce qu'il y a peut-être des responsables qui regardent, parce qu'il y a des pouvoirs publics à faire bouger, il y a beaucoup de choses à faire au fond, et de cette histoire personnelle, vous en avez fait quelque chose d'universel. Et en quoi, justement, vous aviez un rôle à jouer? Moi, c'est que j'étais tellement étonnée qu'en 2003, Alerte Enlèvement n'existe pas. J'étais tellement étonnée de voir qu'on affiche le portrait de son enfant dans des arrêts de bus. C'est 2003. On est dans un monde où l'Internet est là, où je me suis dit il y avait d'autres enfants qui avaient disparu. On aurait dû s'appuyer sur l'exemple de Marion pour se dire que les pouvoirs publics allaient apporter des solutions autres que celles qu'on a amenées pour Erika. Et je me suis sentie démunie. Et face à ce truc incroyable en 2003, j'ai dit Eric, on va essayer d'apporter... donc Alerte Enlèvement est arrivé après, on est allé à Washington, on a trouvé des contre-exemples qui nous faisaient comprendre qu'effectivement on pouvait s'appuyer sur des modèles autour de nous en France, autour de nous en Europe, pour dire essayons de faire changer les choses, parce qu'il y a plein d'associations d'enfants disparus. Il y a plein. Aujourd'hui, en 2016, je ne pourrais pas, et personne ne peut vous dire le nombre d'enfants disparus. C'est incroyable qu'on puisse se dire ça, qu'en 2016, on ne sait pas combien d'enfants en France... Et quand vous dites c'est incroyable, c'est parce qu'effectivement, j'ai pas caché mon étonnement, parce qu'on suppose toujours que quelqu'un qui a vécu ce drame, je disais que j'avais beaucoup pris l'avion dans ma vie, donc j'ai souvent vu cette photo d'Estelle. Et donc je me rappelle avoir pensé à ça pendant des heures et des jours, en fait, en imaginant la vie des parents. Et on suppose que ces gens sont non seulement choyés, pris en charge
est très informé de tout ce qui se passe. pas le cas. Et la Et c'est pas le cas. grande surprise, et c'est ça votre combat, c'est qu'on découvre qu'en fait, il y a une sorte de quoi? Vous avez dit de bricolage, un jour, j'ai lu ça. Un bricolage, il y a des bricoleurs de génie. Alors là, on n'est pas dans le bricolage de génie. Là, on est dans la façade, où on peut penser qu'il y a les dispositifs qui n'existent pas. Nos enfants peuvent se faire enlever, bien sûr, c'est exceptionnel. Bien sûr, c'est un... D'accord. Mais si jamais ça nous arrive, on aimerait qu'en face, il y ait la bonne réponse, c'est-à-dire le juge unique, le mode d'emploi pour le policier qui est de service dans son commissariat. Qui lui non plus n'a jamais vécu ça? Et non, il ne peut pas l'avoir vécu. Et que donc, à ce moment-là, il sache que la procédure soit lancée, que les expériences acquises dans toutes les enquêtes soient mises en commun pour créer un dispositif efficace. Ça tient aussi à une particularité. Alors, il y a une autre particularité française, c'est qu'un juge d'instruction est saisi d'un dossier. Et il ne travaille pas sur un individu, il travaille sur un fait. L'avocat est là, je parle sous son contrôle. Par exemple, vous voulez travailler sur le dossier de Michel Fourniret. Vous ne pouvez pas, un juge ne peut pas s'auto-désigner en disant « je vais travailler sur le cas de Michel Fourniret » pour savoir tous les méfaits qu'il a commis. Recomposer son passé et mettre en face des éléments qui vont pouvoir être utiles dans des enquêtes où il y a des gens qui attendent depuis des années. Alors, je pose la question, pourquoi on n'arrive pas à le faire? Quelle est la réponse qu'on vous donne? Parce que quand vous le dites, ça tombe sous le sens, et encore une fois, oui, mais... on est comme vous, c'est-à-dire qu'on se dit, mais comment ça, je croyais que c'était fait, je croyais que ça existait. Oui. Et donc au jour d'aujourd'hui, il y a 13 ans qui se sont passés, et vous êtes un combattant, et on l'a dit, et vous n'arrêtez pas, et donc c'est quoi la réponse qu'on vous donne? Rien. Alors, c'est une particularité de ce dossier, c'est l'absence de réponse. L'absence de réponse sur l'enquête, mais l'absence de réponse sur ce genre de problème. Ensuite, il y a une illusion de croire que le politique a le pouvoir de changer les choses. Alors, il a parfois le La pouvoir. volonté. Il a pas le pouvoir. Je pense que j'irais la volonté plutôt que le pouvoir. Mais non, C'est une question de volonté. d'anticiper et de s'investir sur un sujet qui finalement n'est pas d'une actualité brûlante. Quand il est d'actualité brûlante, on va préférer tout de suite basculer dans le champ de la compassion et de l'émotion. On a quand même des hommes politiques qui sont venus régulièrement nous voir. On ne sait pas s'ils venaient nous voir ou s'ils venaient se faire voir. Bah si, j'ai une petite idée, mais... Et après, est-ce que, moi, président de la République, je dis, bon ben alors attendez là, ministre de la Santé, ministre de la Famille, vous me faites le cabinet ad hoc, vous me faites l'état des lieux, qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est pas faisable, qu'est-ce qui va coûter, qu'est-ce qui ne va pas coûter, qu'est-ce qui se passe à l'étranger. Je réunis 3 associations que je considère... Vous m'aurez dit les associations qui sont vaguement compétentes, qui ne sont pas tordues, qui ne sont pas... Ce que je veux dire, c'est que vous avez rencontré les politiques, parce qu'évidemment, des gens du dire, parce que vous avez rencontré tellement d'êtres humains. Ah, mais je connais quelqu'un. Bon, donc vous les avez rencontrés, et là, vous êtes un peu ironique en vous demandant s'ils venaient se faire filmer ou s'ils venaient vous rencontrer. Et on a compris la réponse, votre sensation. Et un jour, vous avez dit, les politiques m'ont usé, en fait. Ça veut dire quoi? Parce qu'il y a eu des espoirs, là aussi, et des... Parce que la durée de vie d'un politique, elle est inconnue. Et donc, vous allez en voir un, vous avez une réunion avec le directeur de cabinet, avec son conseiller, avec ci, avec ça, Ils machin. laissent leur carte de visite. On fait un compte-rendu, on leur prépare, on fait l'exposé de la situation, le projet, là. Il change. Voilà, on recommence, tac. Et puis, il ne se passe jamais rien. Enfin, il se passe des choses. Alerte enlèvement, le 116 000, il y a des choses. Alors, parlons de alerte enlèvement, effectivement, parce que il y a tout ce qui reste à faire. Mais c'est vrai que vous réagissez quand Eric dit qu'il ne se passe rien, parce que pour le coup, dans ce pays, il s'est passé quelque chose et vous n'y êtes pas pour rien. Donc, alerte enlèvement, et on va voir l'efficacité de cette action. Qui ne connaît pas cette sirène d'urgence? Depuis 10 ans, elle annonce une alerte enlèvement, un appel à témoins pour aider les autorités à retrouver un mineur qui a été enlevé.
Je reconnais tout de suite le signal. Oui, il est très fort, il est très agressif. C'est sécurisant et rassurant. Si je ne suis pas avec mes petits-enfants, là je me dis mais où sont-ils? Est-ce que ça pourrait être eux? Ça me rend vraiment consciente de ce que ça représente. Ça peut faire peur aux ravisseurs directement et je pense que c'est un peu le but, si ça peut permettre de relâcher l'enfant directement. Aux États-Unis, cela fait 20 ans que le dispositif Amber Alert fait ses preuves. Et c'est ce modèle américain qui a inspiré les pouvoirs publics français. Le 20 novembre 2005, alors qu'une petite fille a disparu dans le Maine-et-Loire, l'alerte enlèvement est testée et l'enfant sera retrouvée vivante. Mais sur quels critères déclenche-t-on une alerte enlèvement? Nous sommes allés à la rencontre d'Olivier Pedro-José, ancien porte-parole du ministère de la Justice. C'est le procureur de la République qui décide de déclencher l'alerte enlèvement. Il doit s'agir d'un enlèvement avéré et non pas d'une simple disparition, même inquiétante. La victime doit être mineure, sa vie ou son intégrité physique doit être en danger. Parmi ces enfants enlevés, certains ont marqué la mémoire collective. Le 15 août 2007, un enfant de 5 ans disparaît à Roubaix. L'alerte est lancée et il sera retrouvé quelques heures plus tard. Le 16 février 2010, le plan est déclenché après l'enlèvement d'un bébé de 18 mois à Fontenay-sous-Bois. En fin de soirée, il est retrouvé à quelques kilomètres de là. L'opération Alerte Enlèvement a permis de le retrouver sain et sauf. C'est bien son père qui l'avait kidnappé. Le 23 avril 2015, l'alerte enlèvement est déclenchée pour la 16e fois. Après avoir échappé à la vigilance de sa mère, une petite fille de 7 ans disparaît. Après 8 heures de recherche, l'enfant sera retrouvé et son kidnappeur arrêté. En 10 ans, la sirène de l'alerte enlèvement aura retenti à 19 reprises. Taux de réussite, 100%. Tous les enfants ont été retrouvés vivants. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ça? 100% de réussite, moi c'est ce que je retiens en fait. Oui, donc on va voir l'aspect positif. Voilà, effectivement ça marche. Et nous on a demandé qu'on fasse un audit de l'amélioration apportée au dispositif, en particulier dans les zones frontalières. Alors j'ai oublié l'année, peut-être que toi tu t'en souviens. Où, à l'occasion du 25 mai, la ministre de la Justice de l'époque, Rachida Dati, avait lancé une simulation à la frontière, dans le nord-est de la France, où on a 4 pays qui se touchent. On n'a jamais eu le compte-rendu de ce test, parce que je crois que ça a été une catastrophe. Parce qu'il y avait la multiplication des difficultés juridiques de projeter l'intervention des services de police au-delà de la frontière, les difficultés de communication linguistique, et donc on n'en a pas eu le retour. Alors aujourd'hui, avec l'Europe, où les frontières sont dématérialisées, si on ne traite pas cet aspect-là, alors que l'on sait que les gens qui s'attaquent aux enfants sont des gens extrêmement structurés dans leur action, sauf... peut-être là, dans les 16 cas qui ont été évoqués, où les conditions de l'enlèvement faisaient qu'on en savait déjà beaucoup. Dans le cas d'Estelle, où on ne sait rien, Il n'y aurait pas d'alerte on enlèvement. n'aurait pas pu déclencher l'alerte enlèvement. Mais donc là... C'est fou cette histoire. Alerte enlèvement ne serait pas... Si un enfant disparaît aujourd'hui, Dans les circonstances dans d'Estelle, les mêmes circonstances si on répond aux qu'Estelle, critères. alerte enlèvement ne serait pas déclenché. Ce qui est un peu normal, parce qu'on est dans une société un peu qui a peur tout le temps. Et si on sait qu'en Europe, il y a à peu près 2 enfants par minute qui disparaissent, alors dedans, c'est les fugueurs, les kidnappings parentaux, des choses comme ça. On aurait constamment alerte enlèvement chaque jour. Ça, c'est sûr. Mais bon, donc nous, on est quand même content que ça a évolué ces 10 dernières années. Mais sur des cas comme il y a des gens qui arrivent à passer dans les petits trous de souris et à continuer à enlever des enfants ça c'est pour nous on aimerait quand même qu'il y ait une réflexion plus. Avant que vous m'expliquiez votre point de vue sur comment un être humain peut à la fois se battre et à la fois se reconstruire, et c'est qui ressemble presque à une contradiction de l'extérieur, c'est quoi le combat aujourd'hui concrètement? Une réponse, qui est une réponse. À quelle question? Où est-elle? Où est-elle?
On dit, on est orphelin, on est veuf. Pour ce cas d'Estelle, on n'a pas de terminologie, on ne peut rien dire. Et donc nous, il faut qu'on ait... Et puis rapidement aussi, parce que le temps passe, la famille, voilà, il faut qu'on ait rapidement, parce que c'est un fardeau qui est lourd. Il ne faut pas qu'il y ait un héritage de ça. Enfin, je pense que c'est comme ça que je conçois pour Eric, c'est qu'à un moment donné, il faut que rapidement il y ait une réponse pour que sa famille, qu'il n'y ait pas un héritage de ça pour sa famille. Psychologique, vous voulez dire? Ah oui, pour moi, oui. Moi, je pense Parce que que le Eric, quand il s'adresse actuellement, enfin, c'est ce que je disais, quand je le vois parler, il s'adresse constamment à Estelle. Je te laisse le message que je suis toujours dans la quête de savoir où est-ce que tu es. Et il y a aussi le message très fort à celui ou celle qui l'a kidnappé. C'est de dire, je reste là, je reste vigilant et je veux comprendre, non, je ne lâcherai pas. C'est ça le combat. Pour moi, dans mon accompagnement, auprès d'Eric, dans l'association. Et aujourd'hui, très concrètement, à l'heure où on se parle, qui continue d'enquêter? Ah ben, je ne sais pas, justement. Surtout qu'on en est au 6e juge d'instruction, ce qui est quand même... Et que l'enquête, pour nous, elle a plus de 2 ans de retard. Au moins, on n'a aucune info. Il n'y a plus de contact. On a perdu le lien. Et c'est un peu une épée de Damoclès aussi, parce qu'on se dit que si on venait vraiment à dire notre réel ressenti sur le dysfonctionnement des pouvoirs publics du système, il se détournerait. On mettrait le dossier d'Estelle dans un tiroir et on nous dirait « débrouillez-vous avec ça ». Donc moi, j'ai toujours le sentiment qu'on est toujours en train d'être dans une diplomatie pour pas... Mais des fois, moi, je sais que j'ai envie de dire, des fois... Vous me prenez pour qui, là? Vous vous moquez de moi. Mais à chaque fois, je sais qu'Eric fait « keep cool ». Il faut faire attention, on ne sait jamais. Mais c'est fatigant. Donc en plus de ce qu'il a vécu, c'est lui qui fait le modérateur. Il est modérateur, ouais. C'est la force de l'association de prendre en compte les différents points de vue. On a un fonctionnement démocratique, ça paraît bizarre. C'est vrai, mais c'est vrai. Mais il n'y en a pas un qui va dire, bon alors là ça y est, on fout tout à feu et à sang, ras-le-bol, on défile avec les banderoles et tout. On va réfléchir, on va discuter, on va peser le pour, le contre. Alors bien sûr, c'est des situations de compromis, mais il faut être dans le compromis parce que les enjeux sont importants et on ne veut pas... et il ne faut pas non plus dénigrer le travail qui est fait. C'est-à-dire, c'est très compliqué. On est obligé de faire... voilà. Les juges sont... Sur les 6 juges, la majorité d'entre eux sont volontaires, impliqués, déterminés. J'aime bien quand tu dis la majorité d'entre eux. Oui, oui, c'est le cas. Vous pensez aux autres, c'est ça? Bah oui. Je pense aux autres, mais oui, mais bon, heureusement, c'est un système humain. Si c'était des robots, ça pourrait être très, très grave. C'est ça. Après, le manque de moyens, d'effectifs, de disponibilité, de temps, de machin, alors que des fois, des sommes très importantes ont été consacrées aux analyses ADN, engagées à notre demande, enfin à la demande des avocats de l'association, qui se sont révélés inutiles dans le cas d'Estelle. Nous, on a dit, est-ce que ces résultats-là vont être partagés avec les autres enquêtes pour servir des parents qui sont toujours dans le même cas, qui attendent. Est-ce qu'on va retrouver l'ADN de leur enfant dans les prélèvements qui ont été faits à droite à gauche? Pour que justement on inverse cette logique de un dossier et la mutualisation des informations, on n'arrive pas à basculer faire basculer les pouvoirs publics là-dedans. Alors, c'est rageant, et puis... Mais c'est des compromis. C'est comme ça. Bon, les institutions de l'administration, donc c'est un combat, vous disiez pas, c'est presque une double peine. Sophie, de votre point de vue, comment on peut à la fois continuer un combat, dire à tous, vous avez dit, à Estelle, à son ravisseur potentiel, on est toujours là, donc continuer ce combat, à la fois se reconstruire, alors qu'au fond, en fondant une association, on est en contact avec des gens qui vivent le même drame. Comment c'est possible? De ce que vous voyez, vous? Ah, mais moi, c'est une force de personnalité de la part d'Eric. C'est un rock, c'est quelqu'un qui a des valeurs aussi. C'est quelqu'un qui est contre la peine de mort. Donc, il y a plein de choses comme ça qui vous montrent des valeurs aujourd'hui que l'on n'a plus réellement, des valeurs humaines.
Et ça me... Puis c'est peut-être dans ça que je me suis retrouvée aussi. Parce que, Eric, vous savez, il y a beaucoup de gens dans le monde qui sont contre la peine de mort, sauf pour la violence faite aux enfants. Et donc, dans votre bouche, comment vous expliquez que vous êtes sans distinction contre la peine de mort? Je pense que c'est parce qu'ils n'ont rien compris. Mais il faut leur expliquer. Il faut leur expliquer que la peine de mort, c'est l'absurdité, c'est se placer sur le même terrain que le criminel. Et donc, c'est pas ça. Croire en l'homme, c'est croire qu'il est toujours possible de l'améliorer. C'est pas en coupant les têtes qu'on améliore les choses. Et la peine de mort, c'est une absurdité totale. C'est le retour à l'animalité. Il n'y a rien d'autre. Ça a beaucoup de poids dans votre bouche. Vous pouvez nous parler de votre rencontre parce que c'est très fort. Et je trouve quelque chose d'émouvant quand des êtres humains finalement remplissent leurs besoins. Et au moment où vous vous rencontrez, vous dites aujourd'hui, j'étais en dépression. Oui, moi je venais de perdre mon neveu quelques mois plus tôt et à qui ma femme et moi on avait offert une moto et qui s'est tué avec cette moto. Et donc j'ai basculé dans la dépression, effectivement, la psychothérapie. Et puis au même instant, au même moment, ma route croise celle d'Éric. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se jouer? C'est une rencontre. Moi j'explique ça un peu comme deux fractures qui s'emboîtent. Pour s'emboîter, il faut des fractures. Les gens lisses ne s'emboîtent pas. Ça existe, les gens lisses? Oui, en apparence, en tout cas. Et nous, c'est une rencontre. Vous êtes embarqué dans une situation que vous n'avez pas voulu, que vous ne maîtrisez pas. Et quand vous parlez de vie normale, parce que moi, dans ce combat, j'ai pas été dans ce combat. J'ai pas connu Estelle. Et vous avez fait le choix de ne pas faire partie de l'association? Oui. Moi, mon combat, je vais vous dire, mon combat, c'était Éric. Et quand vous dites comment vivre dans une vie normale avec ces mots inhumains, c'est extraordinaire d'arriver à vivre une vie normale dans ces conditions. Et moi, mon challenge à moi, mon combat, c'était de me dire, Éric, il faut qu'il reste, il faut qu'il vive une vie normale. Faut pas qu'il devienne fou, faut pas que son entourage, son environnement souffre, pâtisse de ce combat qui est un combat inhumain et donc qui peut rendre fou. À la chambre, on était tous les deux, nous aussi, à s'installer. On les trouvait un peu bizarres. C'était un peu curieux. Ils arrivaient tard, ils étaient un peu cassés. Et puis, à un moment, je dis, on va pas faire de bruit. On va leur faire rater leur pas du soir. Et je l'entends rire. Donc, j'avais réussi à le faire rire. Et j'ai eu la réalité en retour. Et que donc, c'était vraiment un combat permanent. On allait pouvoir avoir des instants plaisants, légers, et puis le monstre serait là, la bagarre serait toujours là, en filigrane. Voilà. Et petit à petit, il s'est quand même... il y a un progrès. On sent qu'avec le temps, il y a vraiment eu du progrès et qu'il arrive à rire, à être heureux, à être joyeux, par instant. Vous avez cette conscience que finalement cet ami François avait pris comme défi, parce qu'il y avait plein de combats autour, c'est d'essayer de mettre le plus possible de moments de légèreté dans votre vie? Oui, c'est-à-dire qu'avec François, on rigole comme des enfants. Alors, j'ai peut-être pas senti cette volonté chez lui de me ramener vers l'enfance comme ça, mais quand on est en randonnée, ou même quand on se rencontre, on est retombé à l'état d'enfant. Nos sacs à dos, nos ampoules, nos ronflements, se moquer des autres dans le gîte, voir les situations absurdes. Voilà. Donc, mais en même temps, on cherche aussi à s'apporter chacun un petit peu quand même. Hein. On prend soin, on prend soin l'un de l'autre. Oui, parce que Éric, il est très inquiet pour moi. Il est inquiet pour tous ceux qui sont autour de lui. Il est très inquiet. Comme je parlais de papillon, comme moi, je gère ma vie un peu comme ci, comme ça, alors que Éric est quand même quelqu'un de rationnel,
il s'inquiète, il se dit mais il va où à gérer sa vie comme ça, et donc il est toujours très soucieux, il est mon grand frère, il veille sur moi. Et ça, cette affection qu'il a pour moi me touche, et puis il m'a fait faire des choses que je n'aurais jamais faites, parce que la randonnée, j'aurais jamais fait de randonnée. C'est lui qui me dit on va faire de la randonnée, bon bah on va faire de la randonnée, mais moi j'ai rien pour faire de la randonnée. Alors pour ceux qui en font pas, ça apporte quoi la randonnée? Ah, c'est un dépouillement. C'est on est des chaussures, un short, un sac. On pense à manger, dormir. Voilà, on est à l'essentiel. On retrouve un petit peu cet instinct animal de conservation et qu'on a perdu. C'est que les préoccupations, c'est manger, dormir, être à l'abri. C'est tout. Et vous en faisiez avant la disparition d'Estelle? Ça fait partie des choses qui aident à vivre, au fond, c'est le sens de ma question. Enfin, le contact avec la nature et avec un ami, vous n'êtes plus dans le monde des hommes. Vous êtes la traversée, quand on arrive par exemple sur le mont Cantal, vous avez marché, ça monte, hein, et vous arrivez, vous voyez cette étendue, vous dites ah ben il y a des fleurs, mais non c'est pas des fleurs, c'est des moutons et il y en a partout. Vous êtes suant, transpirant, la première gorgée d'eau froide de votre gourde, c'est un vrai moment de bonheur. On a laissé tomber les scories, oui, voilà. Et donc pendant un petit moment, on est en suspension. Et puis il y a un moment, après il y a la transformation, quand la randonnée devient une épopée, que les aventures deviennent des films hollywoodiens. Dans les récits. Oui, dans nos récits, ou même dans les évocations. Il suffit de dire, tu te souviens de Jésus, alors, vous avez rencontré Jésus. Ils ont été touchés par la grâce. T'as rencontré Jésus? Tu ne m'avais pas raconté. On a rencontré Jésus, le tenancier d'un gîte qui s'appelait Jésus, qui avait le look de Jésus, et où on a passé une nuit épique. Première nuit sous la tente, sous la flotte, on se lève dans la gadoue jusqu'au cou. Et donc maintenant, on se dit la nuit chez Jésus, tout de suite, voilà. Et alors vous me proposez une transition extraordinaire quand vous parlez de ce Jésus que vous avez rencontré, parce qu'on suppose souvent, comme ça de l'extérieur, que quand on vit des drames indicibles, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de mots sur cette tragédie, parce qu'il n'y a même pas de nom pour... vous dites, voilà, quand on perd ses parents, on est orphelin, quand on perd un conjoint, on est veuf, et là, il n'y a pas de mots. Pour un parent qui perd son enfant, et pour un parent dont l'enfant est disparu, donc c'est encore plus compliqué. Ouais. Et la question justement des croyances, de la spiritualité ou de la religion, est-ce que ça fait partie des choses qui vous aident, qui vous ont aidé? Alors, vaste. Vous dont on dit que vous êtes pragmatique. Le Dalai Lama, parle-en. Oui, ton voilà, week-end avec lui. Oui, on a fait total. 2 week-ends avec le Dalai Lama. Et j'en suis qu'au début. Mais la rencontre avec Mathieu Ricard ou la rencontre avec le Dalai Lama, ce sont des personnes bonnes, qui sont en bonne relation avec les autres et qui cherchent à apporter, et c'est gratuit. Il n'y a pas d'enrôlement, il n'y a pas d'embrigadement, il n'y a pas de système... en tout cas, je ne l'ai pas senti, ça existe peut-être. Et donc là... 2 jours d'enseignement du Dalai Lama, c'est comme si on m'avait ouvert une fenêtre. C'est une démarche non croyante au sens du Dieu ou de se réfugier dans la prière pour trouver la réponse. Je préfère trouver la réponse avec Sophie dans le combat que dans la prière. La prière, c'est pour autre chose. Elle prend la forme qu'elle prend. C'est plus une mise en relation, je dirais, qu'une prière. Mise en relation avec quoi ? C'est une mise en relation avec soi, avec une ouverture vers le monde extérieur. Il n'y a pas forcément Estelle dans toutes ces pensées-là, parce que c'est peut-être un état de conscience encore plus avancé quand on peut asseoir sa méditation sur un objet plus précis.
J'y suis sans doute pas, mais voilà, il faut aller à petits pas. Qu'est-ce que nous autres, j'allais dire, on peut tous tirer comme enseignement d'une histoire si particulière? C'est beau la vie. Pourquoi ça nous fait tant souffrir, cette disparition? Parce que la vie, c'est magnifique. Donc, alors je ne sais pas si c'est Estelle, la rencontre avec Eric qui m'amène à ça, mais plus je vieillis et plus les expériences que je vis, oui, m'amènent à penser que, oui, la vie, c'est quelque chose de merveilleux et que la vivre ensemble, c'est encore mieux. Sophie? Moi, je suis quelqu'un de très sensible, donc c'est vrai que depuis 13 ans, j'essaye que mes émotions soient plus rentrées pour qu'elles soient, quand elles soient présentes, plus productives. L'humilité, défendre des valeurs de citoyens, de citoyennes, très importantes, y croire, surtout aussi aux générations qui arrivent. Enfin, moi, je suis très optimiste, je suis une nature optimiste, donc j'espère beaucoup. Et le message, c'est... Enfin, moi, je lâcherai pas tant qu'Éric me dira qu'il en a besoin. Voilà. Je serai toujours là. Et je pense qu'il le sait. Henri? Moi, ce que je pense, comme je l'ai connu avant, Éric, et que je l'ai connu après, donc j'ai vu qu'il avait changé, mais enfin, il y a quelque chose qu'il n'a jamais perdu, c'est ses valeurs, c'est ses convictions. Et moi, ce que je retiens de cette expérience, de ce drame, c'est ça. C'est-à-dire que quand on est confronté, quand on a des convictions ou des valeurs qui sont les bonnes, parce que les siennes sont les bonnes, malgré quelque chose d'aussi dur que ça, arriver à s'y tenir, à continuer, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et puis la deuxième chose qui m'a appris aussi, relativement récemment, puisqu'en fait il évoquait le Dalai Lama, c'est l'altruisme, parce qu'Éric, il a vécu quelque chose, il aurait très bien pu se cantonner à son histoire à lui. Non, le fait de se dépasser pour se dire, moi j'ai vécu quelque chose de dramatique, il faut que j'essaye de faire en sorte que les gens qui seront confrontés demain à ce genre de choses puissent trouver des solutions, qu'on puisse les aider. Et ça, c'est quelque chose qui arrive, qu'il fait tous les jours. Il le faisait déjà avant. Avant, il était moins altruiste, il était plus solidaire. Mais bon, le résultat est le même. C'est-à-dire qu'il est vraiment tourné vers les gens. Et moi, ça, c'est quelque chose que je fais probablement un peu plus depuis ce drame. Oui. Bon, le mot de la fin, c'est pour vous, Éric. On voit bien des énergies différentes, mais qui finalement sont convergentes. Et la force, la réunion des forces renforce la mienne. C'est-à-dire le fait de se savoir entouré, soutenu, d'avoir le papillon, de savoir qu'Henri, bon, tout ça, ça aide et ça porte pour aller de l'avant. J'ai écouté il n'y a pas longtemps une petite conférence sur la fraternité. On a notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Donc, liberté, égalité, ça peut être défini par des aspects juridiques. Ça peut se définir, ça se peut codifier. On se pose rarement la question de la fraternité, c'est quoi? Je pense qu'on est là dans un exemple de fraternité. C'est-à-dire que on a un partage de valeurs, on croit en quelque chose, on essaye d'aller de l'avant. Je pense que c'est ça. Et ça, c'est une force que malheureusement, on ne met peut-être pas suffisamment en avant au quotidien, même dans les petits gestes. Et alors, Henri parlait de l'altruisme. Oui, il y a l'altruisme. Et la fraternité qui fait partie de notre triptyque, de notre devise, celle-là, il faut qu'on la développe au sens large. C'est-à-dire, nous sommes frères et nous devons nous entretenir et construire. Voilà. Moi, c'est ça que j'en retiens. Et ça me fait du bien que j'appréhendais cette rencontre, donc ça me fait du bien de vous entendre dire ça. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à vous. Merci beaucoup. Et merci d'avoir accepté de partager votre histoire, votre expérience. Merci à vous. Merci pour la confiance.
Si vous aimez les belles rencontres, demain vous serez enthousiasmé par le témoignage de Nadia. Cette jeune femme de 27 ans, à l'aise avec son corps, a pourtant dû franchir bien des épreuves avant de s'accepter. Atteinte de vitiligo, une maladie de l'épiderme qui dépigmente la peau, elle a longtemps subi les moqueries et les railleries autour d'elle. Aujourd'hui, elle a fait de cette différence une fierté et une force. En rentrant de vacances, j'ai une cloque et c'est une tache blanche. On ne sait pas ce que c'est. On va voir un dermatologue et là, le diagnostic tombe, c'est le vitiligo. Ça commence à grandir. Le visage autour de la bouche, les mains, là, ça devient plus compliqué. On est regardé forcément et là, j'avais souvent des réflexions. Des fois, je faisais même semblant de ne pas entendre. C'est super de poser en fait. Ça a été libérateur. J'ai accepté le vitiligo et à partir de ce moment-là, ma vie a changé.